Donc cette dernière intervention en fait de la matinée vient en complément de ce qui vient d'être dit là par Maël et Jean-Baptiste. Et on a voulu au niveau de l'ITSAP avec Fabrice Requier du CNRS travailler sur donc ces logiques de partage du territoire, mais pour le coup avec une méthodologie un petit peu moins pratico-pratique hein, de cartographie réelle, mais d'être sur un modèle informatique et un peu plus virtuel. Donc c'est ce travail-là que je vais vous présenter. Alors bien sûr, on se remet dans un contexte qui a déjà été cité, hein, celui des transformations du climat et des paysages, et qui vise à qui peut entraîner des problématiques de disponibilité des ressources et de partage du territoire, donc des sujets qu'on voit maintenant abordés de manière de plus en plus fréquente hein, par nos structures, qu'on n'imaginait peut-être pas aborder autant il y a encore quelques années. Mais voilà, le contexte fait que ça va dans ce sens-là. Et toujours de repositionner hein, nos ressources florales comme éventuellement, si elles sont perçues comme un bien commun. Et donc pour rappel, hein, pour une définition un peu simplifiée, mais que ce bien commun peut être vu comme donc les ressources sont partagées, mais que personne ne peut s'approprier totalement, mais dont chaque utilisation diminue la quantité disponible. Euh, donc pour travailler, essayer de comprendre comment les agriculteurs et les apiculteurs leurs règles de décision par rapport au positionnement de leurs ruchers. Et quelles sont les questions que pose et adresse cet outil interactif Meliscope? Donc l'idée est de savoir comment les acteurs considèrent les ressources florales comme un bien commun, comment ils s'organisent sur le territoire, est-ce qu'ils prennent en compte les voisins, la ressource, et donc quels sont leurs critères de décision pour effectuer ce choix d'un emplacement de rucher. Et puis, par exemple, lors de la transhumance, comment prennent-ils en compte les autres acteurs et actrices, donc apiculteurs, apicultrices, déjà présents sur le territoire, est-ce qu'ils sont informés de ça? Voilà, donc c'est là dans ce sens-là où on voit bien que les présentations précédentes viennent aussi illustrer ce travail-là qui est donc complémentaire. Et derrière ça, l'hypothèse un peu principale qu'on peut se poser, c'est voilà, que les critères sont dépendants des mielés. Alors comment on a fonctionné? Donc je vous le disais, c'est une application informatique, hein, donc encore cette idée de jeu sérieux pour essayer d'aborder les choses de manière différente. Donc les personnes qui ont participé étaient un public en général d'apiculteurs et d'apicultrices dans la vraie vie, professionnels ou non, transhumants ou non. Et une fois branchés sur la visioconférence qu'on a organisée, chacun incarnait un apiculteur pro transhumant et devait positionner 150 colonies sur différentes mielées. On suivait un itinéraire de transhumance qui correspondait à une saison apicole et qui était constitué de 3 mielées successives. Donc on était vraiment dans une configuration assez professionnelle et transhumante. On va dire plutôt dans un imaginaire grande culture. Et l'idée était donc d'analyser ces règles de décision en fonction des mielés. Alors comment on a fait? Donc peut-être un complément pour dire que chacun se connectait à un espace, à une interface donc visuelle, avait son personnage qui était présenté, et puis ensuite défiler des cartographies avec des choix à faire. Alors ces choix, ils dépendaient en fait de deux critères. Principalement, on avait un critère qui était basé sur la surface florale, donc où l'emplacement en fait, pardon, l'emplacement pouvait, la surface florale autour de cet emplacement choisi pouvait évoluer, avec beaucoup de surface ou peu de surface. Et le deuxième critère concernait la charge animale
dans les 2 km autour du rucher. Donc la charge animale, Jean-Baptiste en a parlé beaucoup, c'est cette fameuse densité de ruches. Donc l'API participant professionnel dans le jeu avait le choix entre plusieurs emplacements. Et ils étaient positionnés donc sur ce fameux gradient de surface. Mais pour essayer de comprendre en fait quelle était la manière dont ce choix était fait et pour peut-être complexifier aussi le choix stratégique, en fait, le participant avait la possibilité de choisir entre deux emplacements qui avaient euh, chacun la même surface. Donc ils étaient positionnés sur un gradient entre les deux critères. Donc plus je suis à gauche en bas, moins j'ai de fleurs et plus j'augmente, plus j'ai de fleurs, mais j'ai quand même une charge autour de moi en abeille qui est relativement, on va dire, faible. Au contraire, la deuxième paire d'emplacements proposait des emplacements qui augmentaient avec des charges plus élevées, mais qui augmentaient aussi en fonction de où la surface florale augmentait également. Donc, qu'est-ce qu'on peut imaginer comme sortie de ce type de comportement? Si par exemple les apiculteurs avaient tendance à à choisir des emplacements sur cette droite-là, on imagine que ces apiculteurs-là peuvent être plutôt, enfin en tout cas on peut les qualifier de peu partageurs de territoire. Pourquoi? Parce qu'ils ont tendance à regarder sur le long de ce gradient, un petit peu quelle que soit la surface florale, et ben, à prendre des ruchers où il y a moins de ruches autour, donc une charge diminuée. Si on a des apiculteurs qui choisissent plutôt des emplacements qui sont à droite du graphique, en fait, on peut les qualifier d'apiculteurs, on va dire entre guillemets. J'adore les grandes surfaces florales, donc c'est ça que je recherche et je cherche à maximiser le profit à partir de ces ressources florales. Et cela peut être quelle que soit en fait la charge animale, donc la densité de ruches autour de mon rucher. Donc voilà pour la lecture et la méthode de travail. Donc qui a participé à ces sessions? On a réalisé en 2024 18 sessions pendant l'hiver. Alors voilà, ça c'est quelques typologies des participants. Donc là, ce sont dans leur vraie vie. Là, les apiculteurs avaient entre quelques unités de ruches et puis bon, pour la plupart jusqu'à une petite, enfin quelques petites centaines, on va dire, et puis quelques-uns, en fait, donc évidemment des professionnels avaient jusqu'à 1200 ruches. Et si on répartit ces 128 participants en fonction de leur type d'apiculteur, donc on peut voir qu'on avait une grande majorité d'amateurs qui ont souhaité y participer, quelques dizaines de pros, jusqu'à une trentaine, et puis un petit peu moins de semi-pro. Et donc en termes d'années d'expérience, ils avaient entre 0 ans d'expérience, certains venaient d'avoir leur première ruche, et quand d'autres en avaient déjà une soixantaine, donc assez varié. Le profil des participants est aussi intéressant à suivre. Ça dépendait bien évidemment des relais qu'on a eu, préférentiellement par le réseau des ADA bien sûr. Mais on voit que là, on a quelques régions qui se distinguent avec une forte participation, notamment Nouvelle-Aquitaine, Auvergne-Rhône-Alpes ou PACA, avec aussi Bourgogne-Franche-Comté, et puis des régions où il y a eu quelques participants en moins grande quantité, 2 sur la Corse, 3 sur la Bretagne. Mais voilà, c'est quand même un sujet qui intéressait, les personnes étaient curieuses de passer un peu de temps sur ces questions-là et de tester ce prototype. Et toujours dans leur vraie vie, le nombre de participants qui étaient transhumants, qui pratiquaient la transhumance, il était assez élevé, presque 60, un peu plus de 70. Quant à ceux qui ne pratiquaient pas la transhumance, quant à ceux qui la pratiquaient étaient moins élevés, un peu plus de 50 apiculteurs.
Alors après ce temps-là d'interaction avec les écrans, de choix de ces positionnements de ruchers, il y a eu un temps de discussion pour aborder un peu le ressenti sur le jeu, hein, la partie jouabilité, mais c'est pas vraiment cette partie-là que je présente, c'est plutôt les sujets qui ont été abordés. Alors, à partir de ces sujets, des mots, on a pu réaliser un nuage de mots là, dont on voit en fait par rapport à la proportion de la taille ceux qui ont été le plus cités. Et les sujets concernaient l'importance qui a été soulignée du lien entre acteurs sur le territoire et en particulier avec les agriculteurs. Donc, c'est ce qui est ressorti que les interactions étaient plus fortes avec des personnes agriculteurs, agricultrices, plus que d'autres typologies de propriétaires en fait pour rechercher ces emplacements. Également, la peur des vols a été aussi exprimée et donc ça entraîne une sensibilité réelle du partage des emplacements. J'ai vu aussi quelques commentaires là sur la présentation de Jean-Baptiste et Maël et ça reste et c'est vrai. Aussi l'intérêt des milieux semi-naturels pour garantir une diversité des ressources pouvait être privilégié dans le jeu et aussi en réalité, versus en fait une recherche d'emplacement dans des milieux plutôt homogènes pour les miels monofloraux. Et puis bien sûr, une prise en compte de la météo pour certains apiculteurs et en fonction des cas, des régions. Et voilà, donc pour poursuivre aussi sur les sujets, on avait aussi une volonté des participants de s'éloigner des autruchers déjà présents sur le territoire pour des raisons assez diverses. Donc, le partage de la ressource entre abeilles domestiques, d'une part, mais aussi avec les pollinisateurs sauvages. Le fait de pouvoir avoir un emplacement qui apporte de la tranquillité, d'être du confort de travail, d'être un petit peu plus isolé, ou pour des raisons sanitaires, notamment pour éviter les transmissions de maladies, notamment liées au varroa, de virus. Dans la réalité, en fait, les participants ont fait part qu'ils avaient peu d'accès aux informations sur la surface florale et la charge animale, donc la fameuse densité de ruches. On a vu que c'était voilà que les ateliers qui sont mis en place permettent d'aller vers ça, hein, mais pas évident. Et puis sur la surface florale, juste dire que on a un outil qui s'appelle BGIS qui permet d'avoir sur la base des assolements et de bases de données déjà une première idée, mais c'est évidemment à compléter avec la lecture sur place par l'apiculteur. Mais que alors sur cette surface, pardon, sur cette charge animale, évidemment, il nous disait que si elle était connue, elle serait prise en compte. Bon, malheureusement, elle n'est pas très connue. Toutefois, l'éloignement des autruchers n'est pas la priorité. L'importance première est d'abord de trouver des bons emplacements. Donc parfois on fait comme on peut. Et donc ça rejoint aussi l'intervention de Lucie Dupré en introduction. Et puis le souhait d'avoir davantage d'informations sur l'impact de la charge animale, à la fois vis-à-vis de la production de miel et des autres pollinisateurs. Donc c'est l'objet un petit peu de ce webinaire ce matin. Et enfin, pour finir et pour revenir sur ce graphique qui est certes simplifié, c'est évidemment pas les données brutes qui ont été récoltées qu'on présente comme ça viendra un peu plus tard. L'idée, c'était d'avoir plutôt ce schéma. En fait, ce qu'on a pu voir, c'est que lorsque les apiculteurs se positionnaient sur des mielés, donc dans le jeu, de lavande, de romarin et de bruyère, ils avaient plutôt tendance à avoir un comportement à rechercher des territoires avec des densités faibles de ruches. Donc en fait, ils se positionnaient davantage dans ce secteur du graphique. Donc avec un petit gradient d'augmentation de la surface florale, mais lorsqu'il fallait choisir dans la paire d'emplacements, ils choisissaient davantage l'emplacement qui avait moins de charge animale à proximité. Donc voilà pour ces trois mielés. Et puis d'autres mielés qui a été joués aussi par les participants. Donc on peut citer la mielée de sapin, la mielée de tilleul, d'acacia, de tournesol et de colza. Et là, on a une tendance à observer un comportement d'apiculteurs qui recherchaient plutôt des grandes surfaces florales euh, et donc presque indépendamment en fait de la charge animale. Et où parfois
plutôt à se positionner aussi, peu importe s'il y avait beaucoup de charges à proximité dans les 2 kilomètres. L'idée était peut-être de se donner un maximum de chance avec une grande surface de fleurs alentour. Voilà, donc ces travaux-là sont encore en cours d'analyse au niveau des données scientifiques hein, qui ont été générées derrière, et puis bien sûr tout ce qui a été discuté. Mais on sent quand même déjà là une adaptation, en fait, une possibilité de s'adapter, notamment leur comportement en fonction de la mielée. Donc les choix stratégiques dépendent de la mielée qui est visée et que possiblement en fait une auto-organisation peut paraître possible quand on met en fait les acteurs dans une situation, un environnement un peu virtuel et en fait même en n'ayant pas beaucoup d'informations mais peut-être plus qu'en réalité, on voit qu'il y a une possibilité de s'auto-organiser et donc c'est là où on revient sur l'idée de peut-être aussi que les apiculteurs ont la capacité, avec d'autres acteurs, hein, on reparle là aussi des gestionnaires d'espaces protégés, mais aussi avec les agriculteurs, de trouver des gouvernances propres sans qu'il y ait des normes ou des directives qui imposent aussi forcément la régulation de l'apiculture et qui puisse aussi, dans les contextes un peu de protection, de prendre en compte l'ensemble des pollinisateurs sauvages. C'était également exprimé par les participants. Voilà, ben moi j'en termine pour ma présentation et évidemment un grand merci aux 128 apiculteurs et apicultrices de s'être pliés à ce jeu et puis à Chloé Tellier qui a mis en place et qui a mené cet exercice en 2024 avec les collègues de l'ITSAP et du CNRS. Merci. Donc, merci à tous les trois pour vos interventions, Maëlle, Jean-Baptiste et Fabrice. Donc, on a quelques questions. On va commencer par les questions qui concernent spécifiquement un outil, donc des questions pour Maëlle. Euh, donc, est-ce que l'outil que vous proposez, quand vous indiquez une zone de recoupement, est-ce qu'il y a des indications concernant le nombre de ruches? Est-ce que c'est plus ou moins rouge? Est-ce qu'il y a une indication sur la densité des ruches? Eh bien, non, la réponse est non. Le carré est, enfin, il y a comment dire, il est travaillé de façon à ce qu'il permette pas de deviner précisément où est le rucher de l'autre personne et il est proportionnel uniquement, enfin, à la surface d'herbe de butinage qui est partagée entre les deux ruchers. Mais du coup, il prend en compte, voilà, s'il y a un gros carré, on peut imaginer que le rucher est très proche et qu'il y a une grosse partie de l'aire de butinage qui est partagée, mais c'est la seule information qu'il donne. Il prend pas en compte le nombre de colonies qui sont présentes dans chacun des deux ruchers. Ok, merci. Une question concernant les retours des utilisateurs. Donc voilà, les motivations. Est-ce que ça a donné lieu à une collaboration entre apiculteurs pour trouver des emplacements sans se chevaucher? Eh bien, malheureusement, pour l'instant, je ne le sais pas encore. Les premiers retours qu'on a eus à l'émergence de l'outil, ça a été plutôt des retours de surprise, de savoir parfois que certains collègues travaillaient aussi dans des mêmes zones de travail. En se disant, ah bah, je savais pas que telle personne était aussi dans ce secteur. Je ne sais pas si, une fois le constat fait, il y a une prise de contact qui a été faite ou pas. Il y a eu aussi d'autres retours qui allaient plutôt dans le sens d'un soulagement parce qu'on a parlé de ce projet pendant un moment avant que les apiculteurs et apicultrices puissent vraiment voir concrètement ce que ça allait donner. Et en fait, il y en a beaucoup qui imaginaient pas ça comme ça ou qui avaient l'impression que les données allaient être beaucoup plus explicitement mises en évidence aux collègues. Donc on a eu plutôt des retours dans ce sens qui iraient dans le sens d'une meilleure participation, du coup, en espérant que les personnes rassurées osent ensuite franchir le pas de participer à l'outil, quoi. C'est pour l'instant les seuls retours qu'on a eus, mais qui correspondent en fait au lancement de l'outil. Et là, l'inconvénient, c'est que la deuxième mise à jour cette année a été faite pendant la saison. Et en fait, les retours, je pense que je vais les avoir seulement dans les prochaines semaines. Donc c'est un tout petit peu trop tôt pour pouvoir vous les faire maintenant. D'accord. Et donc une question alors plus générale pour tous les trois. Est-ce que vous pensez que cette transparence sur la localisation des emplacements puisse se généraliser sur tout le territoire national? Et est-ce que ça peut aller jusqu'au point GPS? Je
peux peut-être commencer vu que j'ai le micro ouvert. Je sais que nous, alors sans répondre à la question nationale, nous, on avait sondé les personnes avant de mettre en place l'outil et il nous avait semblé très très clair que même si un certain nombre d'apiculteurs et d'apicultrices étaient prêts à rendre les données transparentes à leurs collègues, en imaginant bien sûr que ça reste vraiment dans le cercle des personnes adhérentes à l'ADA, elles étaient peu nombreuses et on aurait eu un taux de participation à l'outil qui était très très faible voilà, en misant sur une transparence totale avec les coordonnées GPS. Là, on espère que ça prenne mieux parce que ben, les personnes n'ont des informations que sur quelques ruchers de quelques collègues qui sont dans leur zone. C'est quand même très très limité, quoi. Et en plus, n'ont pas le point GPS précis. Donc, j'ai pas l'impression qu'une transparence totale puisse être possible. Après, élargir au niveau national, ça pour le coup, moi, je peux pas trop me prononcer. J'imagine que si ça peut fonctionner en région, pourquoi pas imaginer plus large, mais je vais laisser mes collègues aussi donner leur point de vue là-dessus. Mm. Jean-Baptiste, Bah, peut-être? oui, je peux prendre la parole sur la question. Lors des exercices que l'on faisait, effectivement, les anciennes modalités avec lieu-dit, qui allait jusqu'au lieu-dit dans les déclarations de ruches, étaient évoquées pour mieux connaître les implantations de ruchers. En même temps, en fonction des secteurs où l'on est, on s'aperçoit que au niveau des exploitations apicoles, ben, il y a des ruchers comment dire, qui ne sont pas forcément occupés ou qui vont l'être à une certaine période de l'année. Et donc, et puis il va y avoir les ruchers transhumants. Alors, donc c'est quelque chose qui est un petit peu à géométrie variable. D'ailleurs, dans le cadre des déclarations actuelles, ben, les apiculteurs déclarent leurs emplacements, mais tous ne sont pas forcément occupés puisqu'il y a des emplacements de transhumance. Donc, toute cette, comment dire, tous ces déplacements de ruches qui font que à un instant T, les photos, entre deux instants, les photos vont complètement changer, fait que oui, pourquoi pas avoir quelque chose de très fin. Euh, je, mais ce ne sera pas forcément une vraie représentation. Et là où peut-être il peut y avoir un plus grand intérêt, c'est pour des questions d'ordre sanitaire par rapport à des aspects comme comment Trophiléaps ou mince, le petit coléoptère de la ruche. Voilà. Moi, je peux peut-être apporter une autre, Pardon. un complément. Moi, je vois bien aussi la difficulté et la sensibilité de ce type d'outil à être mis en place, ou ne serait-ce que de discuter du sujet localement. Et donc, on avance vraiment à tâtons. Donc, un outil national pour coordonner ou enfin pour homogénéiser peut-être ces concepts et cette approche, pourquoi pas. Par contre, je vois pas pour l'instant de signaux assez ouverts pour que ça soit accessible au niveau national. C'est-à-dire qu'il y ait plutôt des interfaces locales. Et d'après, en écoutant les collègues et puis aussi ce qui s'est dit ce matin, j'ai quand même tendance à avoir une plus-value à ce que ça soit aussi animé localement, voire très localement, parce que c'est un sujet sensible. Donc, et puis voilà, se posera toujours la question aussi de la résolution d'informations qui est accessible, hein. On parle de points GPS, mais dans la réalité, en fait, on ne met pas à disposition le vrai point GPS. Il est recentré par rapport à une commune, par rapport à un département, où on floute un rayonnage. Donc voilà, ces questions-là, on se les pose aussi vis-à-vis des observatoires de Mielé avec les balances, donc elles se poseront forcément. Mais là, voilà, je note quand même l'intérêt d'une coordination, pardon, une animation locale en priorité comme sur ces sujets-là. Mhm. Et Myrène pose la question, enfin, justement, dans les zones où il y a déjà eu des tensions sur la ressource entre apiculteurs, avez-vous des conseils à donner pour que ça se passe bien en l'utilisation de ces outils?
Moi, je veux Jean-Baptiste? bien m'exprimer sur la question, oui, parce qu'on avait en fait un souci sur un secteur, ben justement avec un nouvel apiculteur qui arrivait avec sa vision de l'apiculture, qui était des ruchers, l'implantation de ruchers de 100 ruches. Ce qui était très déstabilisant pour ses voisins. Euh, ce qu'il a été possible de faire, ça a été la rédaction d'une charte de bonne pratique, mais voilà, les gens sont libres de l'appliquer ou de ne pas l'appliquer, et il n'y a pas à un moment donné, il n'y a pas de moyen de juguler, on va dire, la vision, pardon. Il n'y a pas moyen si la personne veut fonctionner comme elle le souhaite sans prendre en compte l'environnement des collègues, eh ben, il n'est pas possible de faire quoi que ce soit contre sa volonté. Donc là-dessus, c'est vraiment bah, la notion d'éthos là, qui avait été évoquée en début, c'est-à-dire l'échange entre les apiculteurs, voilà, un savoir-vivre ensemble. Il peut y avoir des moments je dirais, de cohésion sur des partages de ressources parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup et les apiculteurs peuvent s'aider entre eux pour dire, bah, tiens, va à tel endroit, il y a moyen de faire des choses, etc. Et donc là, c'est vraiment le collectif. Mais pour des personnes qui souhaitent fonctionner complètement en dehors, elles font comme elles veulent, avec les désagréments que cela peut causer, soit des désagréments réels, soit des désagréments subjectifs, parce qu'on voit bien que la représentation du territoire au niveau de la distance entre du rucher peut être très variable d'un secteur à l'autre. Et pourtant, chez ceux qui disent, qui optent pour une faible distance entre ruchers, c'est pas pour autant qu'ils ne vont pas faire de miel, parce qu'à un moment donné, la ressource est là, et notamment par exemple sur le printemps, avec des mielés de colza, ou des zones à fort peuplement d'acacias et autres, bon, bah, qu'il y ait 10 ruches ou qu'il y ait 20 ruches, qu'on passe du simple au double, finalement, ça n'a pas d'incidence parce que la ressource est là. C'est dans d'autres configurations où là, c'est beaucoup plus sensible. Ok, merci Jean-Baptiste. Bon, voilà, je vous propose d'évoquer une question qui a été posée. Enfin, voilà, c'est qu'on arrive à l'horaire de fin qui a été annoncé. Concernant la propriété des données, ça ne me parle pas forcément. J'imagine que vous avez fixé un cadre quand les apiculteurs vous ont partagé leurs informations de localisation. Je crois que la question a été posée pendant ma présentation. Oui, 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 c'est ça. C'est qu'en fait, ce qui a été clairement dit aux apiculteurs qui ont bien sûr accès à un document sur la gestion des données et tout ça, c'est que les données restent internes à la Bretagne, elles n'en sortiront pas et qu'ils ont un droit enfin, elles sont sauvegardées pendant un certain nombre d'années, mais ils ont un droit de demande de se retirer. De l'outil et de voire même de demander la suppression de leurs données quand ils le souhaitent, quoi. Donc l'idée c'est de protéger un maximum et le fait que on soit enfin, en relation directe avec eux aussi, voilà, on est deux animatrices à l'ADA Bretagne, ils savent que les données restent entre nos mains et c'est ce qui assure une bonne gestion de la oui. propriété des données, quoi. Ok, merci pour cette réponse. Et puis une question pour Fabrice peut-être sur la façon dont sont gérées ces questions d'emplacement de ruchers dans d'autres pays d'Europe. Dans le cadre du projet dont tu nous as parlé, vous avez peut-être échangé sur ce sujet-là. Alors, ouais, j'étais en train de répondre par écrit. Je ne sais pas si c'est par rapport à la thématique des emplacements, enfin, par rapport à la thématique de la concurrence avec les abeilles sauvages que la question est posée, mais en tout cas, le choix, enfin, cette enquête va nous apporter des éléments sur la manière dont ça se passe ailleurs, hein, en Europe. Donc, on aura sans doute voilà, quelques réponses.
mais ça ne sera pas forcément très précis sur les interactions entre apiculteurs, comme on l'a vu sur cette dernière partie du webinaire. Voilà. Et savez-vous s'il y a des pays dans lesquels les emplacements de ruchers sont partagés? C'est une donnée qui est communiquée. À ce stade, non. Moi, je crois pas. Non. Ok, ben on a fait le tour des questions. Merci à tous en tout cas Merci. pour votre présence et pour les présentations de mes collègues. Voilà, vous êtes rendus disponibles pour la filière et je vous en remercie.